Moi, j'en viens du peuple. Mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage. Mon frère travaille à l'entretien du matériel dans une carrière. Sa femme est cantinière. Donc je le connais, le peuple. Je sais les difficultés qu'il a à vivre. Je sais qu'il ne peut pas aller au cinéma, aller au restaurant, emmener ses enfants en vacances parce que c'est pas possible. Parce qu'ils travaillent beaucoup quand ils ont du travail, quand ils ont en plus de ça d'avoir de la chance de travailler. Beaucoup, ils sont mal payés et ils se disent mais nos représentants ne nous représentent pas. On n'a personne pour parler à notre place, pour dire on a le souci des pauvres, des misérables. On dit ouais, enfin bon, on a toujours le souci des sans-papiers, des immigrés, c'est bien, il y a toujours des artistes, des comiques, des acteurs qui défendent les cas des sans-papiers, etc. Mais le prolétariat, il existe encore, le prolétariat, quoi qu'on dise. On dit oui, mais ça c'est le sous-prolétariat. Mais bien sûr qu'il faut aussi défendre le sous-prolétariat et qu'il n'est pas question d'oublier les sans-papiers, les immigrés. Évidemment qu'il ne faut pas oublier cette partie-là du prolétariat. Mais l'autre partie du prolétariat, plus personne ne parle d'elle. On dit mais non, elle n'existe plus, cette classe sociale. Il n'y a plus de prolétariat. C'est pas vrai, il n'y a plus d'usines. Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus d'usines qu'il n'y a plus de prolétariat. Tous ces jeunes qui sont surdiplômés, qui s'en vont faire des stages dans des endroits où on ne les paie pas, où éventuellement ils sont obligés de payer pour faire des stages, ils font partie du prolétariat. On n'en parle jamais de cela. Il y a les ouvriers qui sont en fin de droit, qui sont obligés. Moi, je travaille avec un ami dans un jardin de réinsertion sociale. On les voit arriver, ces gens-là, qui sont à 2 ans, 3 ans de la retraite et d'un seul coup plus rien, plus d'argent, terminé, fini, qui parle de ce peuple-là, de ce prolétariat-là dans la classe politique aujourd'hui? Personne, parce qu'ils savent bien en plus de ça que ce ne sont pas des électeurs. Moi, j'ai vécu enfant dans le milieu ouvrier, fait de privations, de difficultés de boucler les fins de mois, d'être dépossédé de l'accès à un certain bien de consommation. Et je comprends très très bien que des gens qui ont vécu dans cette dépossession de l'accès aux biens de consommation aient envie de pouvoir y accéder comme tout le monde, comme on disait dans ma famille, on travaille dur, on a bien le droit d'avoir aussi une voiture, une télévision, etc. Et ce qui m'a frappé dans mon enfance ou dans mon adolescence, c'est comment j'entendais autour de moi, tout le monde, dans ma famille ou dans les proches de mes parents, disaient on fait construire. Donc on fait construire un pavillon, c'est-à-dire on s'endette, on prend des crédits sur 25, 30 ans, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire grève parce que sinon on ne peut plus payer les traites mensuelles du crédit. Et je ne condamne évidemment pas, je ne dénonce pas les gens qui veulent faire construire un pavillon. J'analyse simplement comment les transformations de la classe ouvrière, du mouvement ouvrier et un certain délitement de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier est lié à cet accès aux biens de consommation, parce que qui passe par le crédit accordé par des banques, parce que si on est endetté par le moyen du crédit, on ne peut plus entrer dans des luttes, ou en tout cas dans des luttes qui durent. Comme le dit Hannah Arendt d'ailleurs, c'est le sens de sa critique, nos sociétés modernes ont fabriqué un homme social qui est ce qu'elle appelle un animal laborens, c'est-à-dire un homme qui passe son temps à travailler. Et quand il quitte son travail, il est trop fatigué souvent pour faire autre chose, donc il se précipite dans des loisirs qui ne sont que des divertissements de l'esprit. Bon, la dimension de citoyenneté est réduite à la portion congrue, puisque la politique a été prise en charge par une classe politique de spécialistes à tel point que le citoyen se sent, quand il s'en rend compte, quand il en prend conscience, souvent dépossédé d'un véritable pouvoir de décision, et il ne trouve pas suffisamment à sa disposition des agoras politiques, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un quartier, etc., dans lesquels il peut avoir le sentiment, et pas seulement le sentiment, il peut faire l'expérience qu'il participe à l'élaboration d'une décision publique, d'une réflexion collective. Et quant à la culture, là encore, la place du travail dans nos vies et dans nos sociétés est tellement importante que cette culture, elle aussi, se trouve réduite à trop peu. Par rapport à ça, il me semble qu'il serait temps que nous nous mettions à réfléchir sur la place et sur la valeur que nous accordons au travail dans nos sociétés. D'autant plus que nous arrivons à une époque de chômage de masse. En France, c'est devenu un problème tellement chronique que plus personne n'ose prédire une réduction significative du chômage. Bon, donc, et là où on réduit le chômage, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On fait des travailleurs pauvres. C'est-à-dire que, effectivement, on crée des emplois, mais des emplois qui ne permettent pas aux gens de subvenir de la façon la plus décente à leurs besoins.
sans idéaliser les classes populaires, puisque évidemment, même dans les classes populaires, les comportements égoïstes peuvent exister, mais globalement, soit on a la chance, comme moi, d'habiter dans un quartier populaire et on verra que les rapports d'entraide existent beaucoup plus que dans une banlieue résidentielle privilégiée de Montpellier ou d'ailleurs. Mais si on n'a pas cette chance, vous savez que tous les travaux, depuis Godbout au Canada jusqu'aux derniers travaux faits par PIF aux États-Unis, montrent que les comportements altruistes restent massivement répandus dans les quartiers populaires, beaucoup plus que dans les quartiers résidentiels. Et cela peut s'expliquer, c'est là où j'aurais ma sensibilité anarchiste, pour une raison très simple, c'est pas que l'homme des quartiers populaires serait par nature, au sens rousseauiste du terme, un être idéal. C'est un être complexe, capable du meilleur comme du pire, mais il reste dans les quartiers populaires des structures de vie commune, fondées sur l'anthropologie du don, qui, même s'ils sont sérieusement attaqués par la société moderne, rendent encore possible, entre voisins, des rapports d'échange symboliques. En général, quand quelqu'un vient vous demander de lui prêter son échelle, votre premier réflexe n'est pas lui dire « pour 2 heures, ça fera 20 €. Il y a encore cette structure. Tandis que quand vous devenez riche et puissant, ma grande théorie, qui est celle de tout l'anarchisme, c'est que la richesse et le pouvoir nous coupent de nos semblables. Qui est le peuple? Et ça, c'est une vraie énigme parce que est-ce que le peuple, comme vous le disiez, c'est la rue? Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est les manifestants? Est-ce que c'est les journaux? Est-ce que le peuple, c'est les experts? Qui est ce peuple? Est-ce que le peuple, c'est le peuple religieux? Enfin, il y a une vraie difficulté. Et donc, le grand défi de la philosophie politique aujourd'hui, c'est de tenter de répondre à cette question. C'est de tenter de répondre à ces questions. Qui est le peuple? C'est-à-dire, et c'est ma position, je suis un philosophe politique libéral, non pas, le mot libéral est un mot un peu galvaudé, mais qui consiste à dire on doit assumer une pluralité de figures du peuple. Voilà. Si on pense que le peuple est unique, on va arriver vers des régimes despotiques. Si on pense que le peuple c'est le prolétariat, c'est le despotisme du prolétariat. Si on pense que le peuple, c'est les élites, ça s'appelle la technocratie. Si on pense que le peuple, c'est la rue, ça s'appelle la démagogie. Si on pense que le peuple, c'est certains éléments du peuple, ça s'appelle le populisme. Et donc, il faut impérativement, pour apprivoiser la démocratie, essayer d'articuler une pluralité de conceptions du peuple. Alors lesquelles? Je le fais vite. Il y a un peuple qui est la société, il y a un peuple qui est l'État, il y a un peuple qui est l'opinion, et puis il faut envisager les rapports entre ces 3 figures, ces 3 formes de peuple. Comment le faire? C'est ma proposition, oui. C'est de dire qu'en fait le peuple n'est pas une figure à trouver là au coin de la rue, c'est une méthode. C'est une méthode, une méthodologie, une méthode qui fonctionne en 4 étapes. Les élections, de la délibération, la décision et la reddition de comptes. Voilà le peuple. Le véritable peuple de la démocratie, c'est plus une méthode qu'une figure. C'est plus une démarche qu'un visage.